La réalité du monde est celle-ci. Il y a des puissances émergentes qui, il y a un siècle, étaient encore considérées comme des pays arriérés. Et il y a 3 puissances émergentes qui inquiètent l'Occident au plus haut point. La première, c'est la Chine. Pour les raisons que vous savez, c'est une puissance nucléaire, membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. La deuxième, c'est l'Inde, qui est un continent à lui seul et qui est un pays émergent qui a une grande partie de sa population qui suit l'hindouisme et leur propre spiritualité. Donc on ne peut pas leur envoyer des évangélistes n'importe comment comme en Afrique. La troisième puissance émergente, c'est effectivement le Japon. Mais il y a d'autres derrière, le Brésil. Or, le Brésil, c'est une majorité d'Afro-Américains et de métis. Donc, quand on considère géostratégiquement les enjeux du monde aujourd'hui, je citerai les travaux de Fukuyama, je citerai les travaux des plus grands analystes en la matière. Quand on considère cela, tout le monde arrive à la conclusion suivante. C'est en Afrique que va se jouer la gouvernance et le leadership du monde pour le 3e millénaire. À cause des potentialités dont regorge l'Afrique, à cause de la croissance démographique africaine. Et là, je dis bravo à nos mamans, même si je leur dis de ne pas faire trop aussi, parce qu'elles n'ont pas les moyens de les élever. Et nous allons leur donner les moyens. C'est pour ça qu'on est en résistance. Nous allons vers l'ébauche d'un monde multipolaire où il y aura le centre névralgique en Afrique et des satellites en Asie, en Amérique latine et sur les autres continents. La question centrale est celle-ci. Comment fait-on pour contrôler tout un continent comme l'Afrique? Sur 53 pays, il y a 43 qui sont dirigés par des francs-maçons. Il n'y a que 10 qui ne le sont pas. Le président de la Centrafrique, Bozizé, est un franc-maçon. Le président du Gabon est non seulement un franc-maçon, mais lui, il demande même la médiatisation de son intronisation maçonnique. Ce qui fait que vous avez ça sur Internet. Le président du Congo-Brazzaville est franc-maçon. Le président du Tchad, Idriss Déby Itno, est franc-maçon. Le président du Togo est franc-maçon. La plupart des présidents qui étaient à la travestiture du sous-préfet sont francs-maçons. Mais, sauf Sarkozy, à part Sarkozy, aucun dirigeant des puissances occidentales d'Europe n'est venu. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail de terrain qui commence à payer. Les Abel Naki, ils ne se contentent pas de faire des manifestations. J'ai entendu des critiques malveillantes. Ils vont aussi parler aux dirigeants européens. On informe, on fait un travail formidable sur Facebook. C'est la révolution virtuelle africaine à laquelle nous assistons. À travers les groupes pionniers comme Facebooker pour Babo, mais également maintenant tous les groupes de réflexion, d'analyse, qui se penchent sur la situation de la Côte d'Ivoire comme exemple et comme modèle pour une renaissance et un sursaut collectif des Africains. On utilise des ONG. Il y a une ONG qui est actuellement celle qui décide qui est démocrate et qui n'est pas. Elle s'appelle Human. Qui est le donateur de cette ONG? C'est lui qui décide qu'il faut inventer des charniers pour mettre ça sur le dos de Gbagbo et de son épouse. Par contre, quand il y a eu les massacres à Douekoué, tout ça, cette ONG est restée dans un mutisme assourdissant. Ce sont ces structures qu'on appelle les organisations philanthropiques internationales que financent ces prédateurs. Georges Soros, Nicolas Sarkozy et tous les autres qui ont des milliards, et je vais même plus loin, il y en a même qui ont bénéficié des largesses entre guillemets de la Côte d'Ivoire, qui avaient le monopole sur le port d'Abidjan. Quand j'ai vu les photos, leur sourire
le champagne qu'ils étaient en train de sabler au moment de la travestiture, je me suis dit que décidément la vie humaine n'a aucun prix pour ces gens-là. Je parle de Bolloré, qui a également le port de Cotonou, le port en Guinée, et qui a même poussé Alpha Condé, qui a toujours bénéficié des largesses du président Gbagbo, à ne pas soutenir Gbagbo. Alors que pendant qu'il souffrait dans l'opposition, Gbagbo l'aidait par tous les moyens. Et Alpha Condé, son intervention ici, à Paris, a été organisée et sponsorisée par Bolloré. Je me demande, après tous les sacrifices du peuple de Guinée, qu'est-ce que tout cela va donner? La montagne démocratique de la Guinée va accoucher d'une souris. Et nous disons, pour terminer, que l'instrumentalisation des rébellions est devenue une spécialité. Mes frères, je suis triste de vous le dire. Un des chantiers de Ouattara, c'est ce qu'il appelle la restructuration de l'armée ivoirienne. Parce que c'est ça la réconciliation. Vous voyez, le retour de la sécurité. Mais attention, c'est pas pour protéger les Ivoiriens, mais pour continuer à produire le cacao et à donner ça aux Blancs. C'est ça le chantier de Ouattara. Alors, qui il a décidé de nommer? Il a décidé de nommer un officier supérieur français de la DGSE pour être à la tête, être le supérieur hiérarchique du chef d'état-major de l'armée ivoirienne qu'on a vu pendant le défilé, Philippe Mangou, qu'on a vu à l'aéroport sur le tarmac, dans le groupe qui recevait Sarkozy. Cela pose également un problème. C'est celui de la loyauté d'un certain nombre de proches du président Gbagbo qui ont tourné kazakh aussitôt et ont commencé à parler de réconciliation et de dialogue sans même se soucier du sort des présidents de la République et de ses compagnons. Cela s'appelle de l'opportunisme politique. J'ai refusé de jeter de l'huile sur le feu. J'ai dit ma sympathie personnelle pour la personnalité de Mamadou Koulibaly. Et je dis que cette voie n'est pas la bonne. C'est une impasse. Et on va se retrouver dans une situation où finalement, ceux qui sont en train de pousser à cette aventure vont arriver à leur fin en provoquant une scission au sein du FPI. Et en provoquant cette scission au sein du FPI, ils vont permettre à Ouattara de rester pendant 10 ans, 20 ans. Si ça s'était. Donc, nous disons que la consolidation de l'unité du parti politique de Laurent Gbagbo, s'il vous plaît, la consolidation de l'unité du parti politique de Laurent Gbagbo est devenue un des objectifs prioritaires de ceux qui se battent pour le retour à l'ordre constitutionnel normal. C'est le premier point. Pour ce faire, il faut que tous ceux qui sont membres de ce parti et qui en sont les sympathisants disent à ceux qui sont en train de parler du président de la République Ouattara, il faut qu'ils leur disent que les instances représentatives du FPI ne se sont pas réunies pour statuer. Et pour cause, les gens sont en exil, certains sont en prison. Avant de décider d'un dialogue politique national, il faut d'abord libérer les dirigeants. C'est ça. Voilà. Nous disons également que, et c'est sur ça que je vais amorcer ma conclusion, nous disons que quelque chose est anormal et inédit en Côte d'Ivoire. C'est que ce conseiller militaire spécial que Sarkozy a nommé pour diriger l'armée d'un pays souverain, c'est un locoderme, ça vient blanc. Ce monsieur, il a décidé qu'il faut fédérer les forces militaires de la future armée de Côte d'Ivoire autour des rebelles. Ça, c'est jamais vu. Ça veut dire qu'il y a une défiance pour l'armée nationale. Et que l'armée nationale ne sera pas le point de focalisation de la restructuration d'une armée patriotique. Donc on va assister, en fait, à l'émergence d'une armée de mercenaires
qui va continuer à piller et à violenter le peuple ivoirien. Dernier point qui est très important. Georges Soros et ses amis, les financiers francs-maçons, les Illuminati et consorts, ils ont décidé de détruire la spiritualité de l'Afrique. Ils font une chasse à tous les liens de résistance et les confréries de l'Afrique. Ils font une chasse à tous les gens qui croient sincèrement en Dieu et qui veulent une théologie de la libération de l'Afrique. Ils font une chasse à tout Africain qui veut se lancer dans les affaires pour mettre l'argent de l'Afrique au service des Africains. Parce que leur objectif, c'est d'empêcher que les Africains ne puissent avoir une classe d'entrepreneurs patriotes. Ils ont décidé, pour cela, de préparer pour chaque pays africain un futur préfet. Il y a déjà un préfet qui est prévu pour le Sénégal. Je l'appelle un préfet dynastique qu'on a présenté de façon ostentatoire et en dérogeant aux règles protocolaires du G8 à Obama. Pourquoi on n'a pas présenté le président de l'Assemblée nationale du Sénégal? Puisque c'est le deuxième personnel de l'État. Karim Wade, pourquoi on le présente? Parce que c'est le préfet. Donc nous ne risquons pas d'avoir des préfets. Les préfets risquent d'être les enfants des présidents qui nous ont saigné pendant 30 ans. Donc l'Afrique est en train d'inventer un nouveau concept politique. C'est ce qu'on appelle les démocraties monarchiques. Sous nos yeux. Il y a le président de chaque pays qui met son enfant. Oui. Comme l'a fait Feu Gnassingbé Eyadema, après avoir saigné son peuple. L'enjeu de notre combat, c'est d'étudier toutes les stratégies mises en place et de ne pas perdre le combat le plus important. C'est le combat des idées et des idéaux. Le combat que Laurent Gbagbo ne voulait pas perdre, qui ne voulait pas que l'Afrique perde. Le combat des idées et des idéaux. Ce combat va permettre à toute l'Afrique, et surtout à ses forces vives, c'est-à-dire les populations généralement marginalisées dans nos institutions. On l'a dit, on l'a redit, les femmes, qui sont 70% de la population africaine, qu'on le veuille ou non. Les jeunes qui n'ont aucune représentation, d'ailleurs leur seul espoir c'est de fuir pour aller en Europe. Et quand ils viennent ici, les Sarkozy les accueillent avec une législation répressive, alors qu'ils savent parfaitement que la cause de cette immigration est économique et résulte dialectiquement du pillage des ressources énergétiques africaines. Donc c'est du cynisme qui s'est érigé en mode de gouvernance mondiale. C'est le plus grand cynisme. Et l'Afrique n'a pas à avoir d'état d'âme. Notre objectif, c'est la survie des Africains. Et lorsque j'aborde les 3 scénarios de sortie de crise, en conclusion de cet exposé qui était en fait une introduction, je le voulais beaucoup plus dense et plus développé, mais je me suis rendu compte tout de suite que les circonstances ne le permettent pas, mais j'ai voulu montrer que de tous les présidents africains, Laurent Gbagbo, sans doute à cause de sa stature d'historien et d'intellectuel organique, était un des seuls à avoir entrevu ces dangers qui pèsent sur l'Afrique. Je dégagerai donc 3 scénarios possibles. Je partirai du pire des scénarios. Le pire des scénarios, c'est ce que j'appelle la sud-américanisation de l'Afrique noire. C'est-à-dire, si nous continuons à accepter l'inacceptable, il arrivera un seuil critique au-delà duquel l'Afrique peut subir le sort des Amérindiens. Si on parle aujourd'hui de George Bush et de Clinton comme américains, c'est parce qu'au préalable, on a fait un génocide. C'est ce génocide qui est aujourd'hui l'enjeu. Ce n'est même plus un problème de développement. C'est donc ce problème-là. Est-ce que vous voulez que vos enfants soient les véritables propriétaires de l'Afrique et soient sur leur terre les maîtres de leur propre destinée? C'est ça maintenant l'enjeu. Donc c'est le problème de la sud-américanisation de l'Afrique. C'est le premier enjeu. Le deuxième scénario, qui est celui du pire, mais dans le moindre mal, ce serait le statu quo, c'est-à-dire la recolonisation, c'est-à-dire le transfert de la souveraineté de chaque pays à des ONG
à l'ONU et aux milieux financiers internationaux qui vont décider des moindres aspects de la politique en Afrique. Ouais. Cette situation peut laisser les Africains en vie pendant un temps, dans une perspective suicidaire. Mais à long terme, nous allons donner au monde un spectacle qui est déjà actuellement celui que le monde perçoit. C'est celui d'un continent qui est dans le concert des nations, comme un continent qui ne décide rien et qui subit tout de partout. Nous subirons la loi des ordres tout le temps. Et on va même parler à un moment de compétition entre la Chine et l'Occident, entre l'Inde et la Chine. Et quand on va dire, mais où sont les Africains, on dira, ils sont hors jeu. Ils ne sont pas dans le jeu. Comme d'habitude. Et puis le dernier scénario, celui que nous ébauchons dans le sillage de nos grands militants panafricanistes. J'en citerai 3 ici, à titre simplement indicatif. Le premier, c'est un Ghanéen, Kwame Nkrumah, qui en 1963 à Addis Abeba, pour éviter ce que nous vivons aujourd'hui, avait proposé un gouvernement fédéral et un parlement africain, et le transfert de l'armée et des forces à une armée continentale. Et il avait proposé un parlement qui représenterait tous les éléments de la nation. Ce sont les présidents africains, comme Senghor, comme tous ces gens-là qui avaient dit non. Ils faisaient une coopération avec la France. D'accord? C'était en 1963. Et son discours célèbre, c'est pas seulement Moufoué, le président de mon propre pays de l'époque, Hubert Magar. Tous, ils avaient dit non. Il n'y avait que 4 ou 5 présidents qui ont dit oui, on veut. Et l'Occident les déteste pour cela. Et les poursuit de sa haine viscérale. Il s'agit de Sékou Touré. Il s'agit du président Modibo Keïta. Il s'agit de ce président-là, Obote, Nicolas Obote. Et tous ces gens-là, ils avaient dit, nous on est d'accord, on transfère la souveraineté de nos pays tout de suite dans un exécutif fédéral. Mais la France a court-circuité ça par le groupe qu'on appelle le groupe de Monrovia, par opposition au groupe de Casablanca. Le deuxième homme que je citerai ici, c'est Lumumba. Patrice Emery Lumumba était parti à Accra dans un congrès panafricain où il avait dit que le Congo étant le cœur et le poumon du développement économique d'Afrique, s'il prenait le pouvoir avec le mouvement national congolais, il transférerait son pouvoir à un exécutif africain qui prendrait corps depuis Accra avec les autres pays du groupe dit de Casablanca. Le troisième homme, mon maître, l'homme qui a porté haut le combat de la dignité de l'homme noir et de la culture de l'homme noir. Quand nous parlons du premier homme, nous parlons de Kwame Nkrumah. Le deuxième, Patrice Emery Lumumba. Le troisième homme qui, au plan doctrinal, par les écrits, et aussi par son action politique qui lui a valu une opposition prolongée au Sénégal, la prison et un certain nombre de choses, c'est l'éminent savant Cheikh Anta Diop. Un livre-programme intitulé « Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire ». Un livre qui parle de l'industrialisation d'Afrique, de la mise à disposition des populations africaines, notamment de la paysannerie, des ressources de l'Afrique, et aussi une haute projection technologique dans le monde. Donc je crois que je terminerai sur ça. La rencontre d'aujourd'hui n'a pas été initiée, contrairement à ce qui a été dit précédemment, par nous et sur notre initiative. Elle coulait de source en quelque sorte. Parce qu'il fallait bien un acte de mobilisation et un acte de réflexion stratégique au niveau de Gbagbo. Parce que quand nous parlons de Gbagbo, nous ne parlons pas d'un politicien africain au sens de quelqu'un qui a besoin du pouvoir pour sa carrière. Nous parlons d'un éducateur et d'un intellectuel organique de très haut niveau. Nous parlons de la pensée et de la
la réflexion, nous parlons de visionnaires panafricains. Et pour moi, sans négliger le rôle des autres organisations, j'étais à cette tribune même, lorsque le CURSI a réuni tout le monde à la GK. C'est du haut de cette tribune que nous avons proposé la rencontre d'aujourd'hui. Nous pensons que, de par leur jeunesse, de par leur intégrité morale, de par leur courage physique et de par leur amour de l'Afrique, les frères du cri panafricain sont quelque part dépositaires du message de Laurent Gbagbo, en qui nous saluons aujourd'hui en lui souhaitant, depuis cette salle, un anniversaire digne de son rang et de l'ambition qu'il avait pour l'Afrique.